Samori Touré, un grand résistant africain, défie la France au XIXe siècle. Né vers 1830 dans une famille d'Youla, il apprend la guerre pour libérer sa mère. Devenu chef, il construit un empire puissant, le Wassoulou, avec une armée moderne. Face aux Français, il adopte une stratégie de guérilla, remportant de premières victoires. Les Français reviennent plus nombreux, Samori utilise la tactique de la terre brûlée. Épuisé, il est capturé en 1898 et exilé au Gabon, mourant en 1900. Il symbolise la résistance africaine face à l'impérialisme, inspirant ses descendants. Son petit-fils, Ahmed Sékou Touré, mène la Guinée à l'indépendance en 1958. Aujourd'hui, Samori reste un symbole de fierté et de dignité pour l'Afrique. Imagine un monde où Samori aurait consolidé son empire face aux colons. L'histoire a parfois un sens du destin troublant. Plus d'un demi-siècle après la chute de Samori Touré, son petit-fils, Ahmed Sékou Touré, allait reprendre le flambeau de la résistance, cette fois contre une autre forme de domination, le néocolonialisme français. Ahmed Sékou Touré naît en 1922 à Farana, en Guinée, la même région où son grand-père Samori avait établi son empire. Dès son enfance, il grandit avec les récits épiques du lion de Wassoulou, racontés par les anciens de son village. Mais cette fois, la menace ne vient plus des fusils et des canons des colons, mais d'un système plus insidieux, le contrôle économique et politique de l'Afrique par la France. Dans les années 1940, Sékou Touré rejoint les mouvements syndicaux, une force montante dans les colonies françaises. Il comprend que pour obtenir l'indépendance, il ne suffit pas de brandir les armes, il faut mobiliser le peuple et frapper la France là où ça fait mal, son économie. En 1952, il devient le secrétaire général du puissant syndicat des postiers, puis du Rassemblement démocratique africain, RDA, une organisation qui milite pour l'indépendance des colonies françaises. Son charisme et son audace le placent rapidement comme l'un des leaders les plus influents d'Afrique de l'Ouest. Mais le grand moment de son destin arrive en 1958. Après la Seconde Guerre mondiale, la France réalise qu'elle ne peut plus maintenir son empire colonial de manière brutale. Le général Charles de Gaulle propose alors un référendum. Les colonies peuvent rester dans une communauté française sous contrôle de Paris. Ou elles peuvent choisir l'indépendance, mais avec de lourdes conséquences. Tous les pays francophones hésitent. Quitter la France signifie perdre son soutien économique, son infrastructure, et risquer des représailles. Tous, sauf la Guinée. Le 28 septembre 1958, Ahmed Sékou Touré prononce une phrase qui résonne comme un écho lointain des discours de son grand-père, « Nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage ». Le peuple guinéen vote massivement pour l'indépendance. C'est un séisme politique. La France est furieuse. En quelques semaines, les autorités françaises détruisent tout avant de quitter la Guinée, les routes, les ponts et les bâtiments administratifs sont sabotés. Les archives et les dossiers économiques sont brûlés. Tous les cadres et techniciens français quittent le pays, laissant la Guinée sans experts. C'est une sanction brutale, destinée à envoyer un message aux autres colonies, voyez ce qui arrive à ceux qui osent défier la France. Mais Ahmed Sékou Touré ne recule pas. Il se tourne vers de nouveaux alliés, l'URSS, la Chine et les États-Unis. Il tente de bâtir une Guinée autonome, en développant l'agriculture, l'éducation et l'industrie. Sous sa direction, la Guinée devient un symbole du panafricanisme. Il accueille les révolutionnaires du continent, de Kwame Nkrumah, Ghana, à Amilcar Cabral, Guinée-Bissau. Mais avec le temps, son pouvoir devient de plus en plus dur. Craignant les complots et les infiltrations, il met en place une répression féroce contre ses opposants. Le tristement célèbre camp Boiro, une prison où sont enfermés les dissidents politiques, ternit son image.